Ah, la vérité. La vérité, à quoi ça sert que je paye un comptable si c'est pour dire la vérité? Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue sur le plateau de l'autre vérité. Ce soir, nous allons aborder un sujet d'actualité puisqu'il s'agit de la francophonie. Nous allons nous interroger sur ses atouts, ses faiblesses, sur les enjeux de cette organisation, sur le sommet de Kinshasa, et puis aussi savoir si finalement la francophonie n'est pas un prolongement insidieux de la France-Afrique. Pour en discuter, ce soir, j'ai le grand plaisir de recevoir M. Jean-Jacques Seymour, journaliste, bonsoir, ainsi que Francis Patindé. Voilà, chers téléspectateurs, nous allons donc passer dans le vif du sujet avec cette question. À quoi sert la francophonie? Jean-Jacques Seymour, selon vous? Bon, de prime abord, comme ça, à promouvoir la langue française. C'est pas de la langue de bois, ça? Oui, mais c'est un peu ça, quand même. Oui. Hein? En diplomatie, effectivement. Francis Patindé? Bon, c'est une organisation qui permet à la France de maintenir son impérium sur une partie du monde, enfin surtout l'Afrique, mais également quelques pays de l'Est. C'est quelque chose qui permet à la langue française d'exister. Un syndicat de chefs d'État à la solde de la France, diraient certains? Un syndicat, mais au-delà, c'est quelque chose... vous savez, il y a l'avancée de l'anglais. L'anglais est partout, avec les nouvelles technologies, avec les meilleures universités du monde sont anglophones. Vous voyez, donc même les Africains qui venaient la fleur à la boutonnière en France, maintenant vont le sourire aux lèvres aux États-Unis pour étudier. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon confrère. Pourquoi? Parce que justement aujourd'hui, l'anglais commence à amorcer un recul, et notamment aux États-Unis, où la langue espagnole est en train de prendre le dessus. D'ailleurs, on le verra aux prochaines élections présidentielles aux États-Unis dans 4 ans. Il y aura sûrement un candidat hispanique. Ah, hispanique, absolument. Certainement, oui. Effectivement. Mais, oui, mais la langue officielle aux États-Unis demeure toujours l'anglais. C'est vrai qu'il y a une immigration hispanique qui peut changer la configuration. Vous savez, vous pouvez avoir peut-être 2 tiers d'hispaniques, ce sera toujours l'anglais, la langue officielle. Absolument, voilà, mais l'anglais est en recul, et il y a même des idiomes qui se créent autour de ça. Ouais. Nous sommes dans la globalisation, aujourd'hui on ne parle plus English, on parle Globish, par exemple. C'est preuve de mauvaise foi de dire que l'anglais est en recul quand on sait que l'économie mondiale est toujours l'anglais, la langue dans les conférences internationales, dans les négociations internationales. Il ne règne plus en maître. Et comme moi je suis un amoureux, oui, mais comme je suis un amoureux précisément de la langue de Molière, et que je veux qu'elle continue à vivre. Après, là, je suis assez d'accord avec lui lorsqu'il parle d'impérium, etc. Là, c'est d'autres des débats qu'on va aborder, parce qu'il faut en parler. Mais pour le maintien même de la langue, je suis. Mais très concrètement, donnez-moi quelques exemples vraiment de réussite que l'on pourrait mettre à l'actif de la francophonie. Bon, je rappelle que depuis 1970, elle était incarnée à l'époque par l'Agence culturelle de coopération et technique, la CCT, et qu'elle a été donc muée en OIF et qu'elle est présidée depuis 2002 par l'ancien président sénégalais Abdou Diouf. Quelques exemples de réussite de la francophonie, Monsieur Seymour? Sur le plan de la recherche, par exemple. Oui. La recherche médicale. Ça remplit pas les assiettes, hein, ça. Non, ça remplit pas les assiettes. C'est vrai. Mais c'est vrai. Votre question est un peu piège parce qu'on a du mal, concrètement, à cerner ce qu'elle fait. Et l'opinion publique nous dit, mais finalement, votre affaire là, c'est un gadget et ça ne sert à rien. Ils ont pas tout à fait raison, mais ils n'ont pas tout à fait tort non plus. C'est pas quelque chose d'élitiste, finalement, quand on y réfléchit. Moi, je pense qu'aujourd'hui, pour vérifier le sérieux d'une organisation, pour voir si elle a les moyens, c'est l'argent, le budget, il faut savoir de quoi il retourne, savoir combien la France, parce que la France a intérêt à ce que, après tout, c'est sa langue, avant d'être celle des Québécois et des autres. Donc, combien elle met sur la table, parce que ça a un coût. Je vois au niveau des Nations Unies où j'ai travaillé, mais les Français viennent aux réunions, viennent ostensiblement, ils parlent en anglais. Au lieu de parler, alors que leur langue est non seulement une langue officielle, mais c'est une langue officielle du travail des Nations Unies. Vous savez, il n'y a que 2 langues officielles de travail. C'est l'appellation contrôlée, ça. C'est l'anglais et le français. Et ce n'est pas l'anglais et le français après. C'est sur une base égale. Malheureusement, il n'y a que les Africains,
francophones qui, lors des réunions, se plaignent ou bien parlent français. Les Français eux-mêmes parlent en anglais. Et je vais vous donner un autre exemple. Et moi, ça me fait mal, moi je suis francophile, j'aime la beauté de la langue aussi. Mais quand vous voyez le président de la Banque européenne, la Banque centrale européenne, fait ses conférences en anglais. C'était un Français, c'était Jean-Claude Trichet. Oui. Mais il a toujours parlé en anglais. Donc, vous savez, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Vous ne pouvez pas demander à des Africains de défendre une langue qui, après tout, n'est pas la leur. Alors que les Français eux-mêmes passent partout dans des tribunes internationales et s'expriment en anglais. Mais ils la défendent. Ils en parlent, cela veut dire que la colonisation a bien réussi. Pour rappel, chers téléspectateurs, l'OIF est régi par une charte qui a été adoptée en 1997 au sommet d'Hanoï au Vietnam. Et pour revenir à une définition plus prosaïque, disons que la francophonie, c'est l'ensemble des pays ayant en partage la pratique de la langue française, mais également un certain nombre de valeurs comme les droits de l'homme, mais aussi dans un souci de coopération, de développement, mais aussi sur les questions d'ordre économique. Est-ce que concrètement, dans les faits, on peut réellement toucher du doigt cette réalité et se dire que, tout bien réfléchi, l'OIF, dans sa configuration actuelle, est un acteur politique majeur sur la scène diplomatique internationale? Moi, j'allais vous dire que ça, c'est sur le papier. Mais cela dépend aussi de la personnalité qui est à la tête de l'organisation. Aujourd'hui, cette organisation est un peu montrée du doigt par le grand public pour une raison très simple, c'est qu'elle apparaît comme un organe de recyclage de chefs d'État à la retraite. Et quand l'un s'en va, on sait déjà lequel va prendre, etc. Et vous savez, c'est comme, par exemple, en France, l'autre jour, au Parti socialiste, on désigne d'ores et déjà le premier secrétaire, Alain Désir, alors qu'on sait qu'il y a des centaines et des milliers de militants. Il y a peut-être des équilibres internes qui devraient... Oui, mais puisque vous avez parlé puisque vous avez parlé des droits de l'homme, de la démocratie, etc., la démocratie, elle commence par là. Un homme, une voix. Ouais, voilà. Absolument. Le président Diouf a beaucoup de qualités. Hein, c'est un homme raisonnable et tout ce qu'on... Mais bon, il le sait lui-même et tous ses biographes le savent. Le président Diouf est fonctionnaire depuis l'âge de 26 ans, vous savez. Et ce n'est pas avec ça que vous allez mobiliser la jeunesse francophone, si je puis dire. On a besoin de rajeunir ces organisations, de mettre des jeunes talents, des gens qui sont en phase avec la vie d'aujourd'hui, qui sont au fait des nouvelles technologies, qui sont au fait des jeunes qui voyagent, qui veulent connaître le monde, qui sont curieux de tout, qui connaissent l'économie et qui, même paradoxalement, parlent d'autres langues. Il faut des gens modernes. Voilà, il faut des gens modernes. J'ai suivi, par exemple, la dernière campagne pour l'élection du secrétaire général de l'OIF. Il y avait une opposante qui était l'écrivaine Calixte Beyala. Candidature de témoignage. Qui disait des choses sensées pour permettre justement l'évolution. On a l'impression qu'avec le président Diouf, avec tout le respect que nous lui devons, on a l'impression qu'il a statifié un peu l'organisation. Oui. Il y a des espaces qu'il n'a jamais visités, il y a des espaces où il ne s'est jamais rendu pour prendre en compte les revendications légitimes des francophones, parce qu'ils en ont souvent pour pouvoir permettre d'évoluer sur tous les plans, comme vous disiez tout à l'heure. Et ça, on retrouvait ça dans la campagne de Calixte Beyala. Bon, elle n'a pas été nommée pour des raisons X ou Y, mais il va... beaucoup de conservatisme au niveau de l'OIF. Mais il y a un conservatisme énorme, et puis n'oubliez pas qu'il y a la pression des chefs d'État. La France joue un rôle très important, très important dans cette nomination. Oui, dans la désignation. Bon, on n'a pas besoin de... Bon, nul ne souhaite, et ils ne souhaitent pas, enfin ceux qui pèsent ne souhaitent pas la révolution à la tête de l'OIF, mais on peut rajeunir et dynamiser, être plus attractif. Le président Diouf a des qualités, tout le monde le sait. Et bon, d'ailleurs, c'est étonnant parce que l'OIF est la première à dire à nos États, il faut souhaiter l'alternance, il ne faut pas faire plus de 2 mandats à la tête des États, mais on a l'impression à la tête des organisations internationales, ça ne, c'est pas tout à fait jeune. Regardez le secrétaire général des Nations Unies. Vous voyez, c'est des gens qui ont dépassé les 70 ans. Je ne dis pas qu'après 70 ans, il n'y a pas de vie.
Mais je dis qu'il y a peut-être autre chose à faire. Bien Le entendu. secrétaire général, là où vous avez des États dirigés par de jeunes chefs d'État, les États-Unis, la France et d'autres pays qui ont de jeunes chefs d'État, pourquoi diable faut-il mettre à la tête de ces organisations, y compris de l'OIF, des gens qui sont quasi non-mangénaires? Effectivement. Alors, on peut aussi relever la chose suivante, c'est que autant cette organisation promeut, en tout cas, la langue française dans sa diversité, avec en toile de fond les valeurs, autant l'on peut s'interroger du fait que parmi les pays membres de l'OIF, il y en a beaucoup qui bafouent les droits de l'homme, mais qui ne sont jamais rappelés à l'ordre par cette organisation. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans cela ? Ah ben oui, ben il y a absolument un paradoxe. D'ailleurs, j'espère qu'on va en parler tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle, à Montreux, lors de la dernière assemblée, eh bien beaucoup, lors du dernier sommet francophone, beaucoup de gens se disaient mais qu'est-ce qu'on va faire à Kinshasa, qui est un pays en guerre, où il y a des millions de morts, etc. Donc j'espère qu'on va en parler tout à l'heure. Voilà un exemple, quoi. On avait le choix entre Madagascar et Kinshasa. Oui, on avait le choix. Il y a eu le coup d'État à Madagascar. Il y a déjà eu un précédent, hein, parce que bon, on va y arriver effectivement. Toujours par rapport au fonctionnement de l'OIF, l'OIF a toujours voulu se positionner comme une puissance, on va dire, un interlocuteur politique sur la scène diplomatique. Or, cela n'a pas été simple. À titre d'exemple, on n'a pas beaucoup entendu l'OIF sur la crise malienne, par exemple. Comment vous expliquez ce mutisme? Bon, il ne faut pas mettre tout sur le dos du... On est bien d'accord. Parce que c'est une organisation. On est bien d'accord. Mais il y a quand même une ambition, c'est de pouvoir peser, faire entendre sa voix, bien sûr. Oui, mais on n'a pas, parce qu'il y a déjà la CEDEAO qui est en action, qui connaît les dossiers régionaux. Mais il y a eu quelques communiqués, en particulier quand ils se sont mis à démolir les monuments. Oui, là, elle était dans son rôle. On aurait aimé entendre des communiqués sur les pertes civiles aussi. Les pertes civiles, ça c'est vrai. Bon, ils sont intervenus, peut-être pas de façon assez ferme et assez audible, mais je pense qu'ils sont intervenus. Le problème est ailleurs. Le problème est de savoir est-ce qu'il faut défendre une langue qui n'est pas la vôtre et quelle est la place laissée aux langues nationales. Tout à fait. Et à nos langues, pour ce qui concerne l'Afrique, dans cette structure. Et c'est ça, est-ce que la francophonie va contre ces langues ou bien elle fait avec? Est-ce qu'elle promeut ces langues? Moi, c'est des questions qui me semblent beaucoup plus... Par exemple, dans la région des Caraïbes ou dans l'océan Indien, voilà. Eh bien, c'est la promotion de la langue créole. Voilà, aussi bien à Maurice qu'à La Réunion, qu'aux Seychelles ou dans les Caraïbes. Quoi. Mais aujourd'hui, l'idée de la francophonie ne suscite pas un réel enthousiasme, en tout cas excessif, de la part de la jeunesse notamment, compte tenu de l'acuité de la crise, de la manière dont elle se pose, et surtout le fait que finalement les enjeux sont peut-être ailleurs. Mais vous savez, les bureaucraties ne sont pas sexy. C'est pas sexy la francophonie. Ça ne peut pas attirer les jeunes. Moi, mes enfants, ils ne sont pas attirés par la francophonie. D'ailleurs, ils ne savent même pas ce que c'est. Vous voyez, donc il faut que ces organismes descendent d'un cran et se mettent au diapason du monde qui bouge, le monde moderne, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, parce que ça a besoin de bouger. On ne peut pas avoir des trucs statiques, dirigés par des gens anciens, financés par des pays qui ont des intérêts autres que la défense de la langue et vouloir mobiliser la foule. Vous voyez, c'est dommage, mais c'est ça. Le Commonwealth britannique, même si je ne veux pas les défendre, mais ça a l'air beaucoup plus mobilisateur. Vous savez, toutes les réunions, ce n'est pas tous les jours qu'ils se réunissent. Et quand ils se réunissent, ça mobilise, ça a un impact populaire. Et pour le moment, la francophonie, c'est des réunions de chefs d'État, de fonctionnaires, vous voyez, et donc c'est pas ça, la fête, les peuples ne participent pas à la fête. Oui, la question est de savoir qui tire les ficelles derrière, parce qu'il dit que bon, il faut payer, parce qu'un jour ça va finir comme, il suffit de pas plaire à un truc, il va pas payer, ça va finir comme ce qu'a fait les États-Unis avec l'UNESCO, par exemple. Les pays membres, notamment africains, peuvent se poser la question de savoir ce qu'ils y gagnent en réalité, parce que certains considèrent l'OIF comme un vecteur de promotion de la culture française et de son exception culturelle. C'est ici donc le lieu de pouvoir introduire notre prochain thème, puisqu'il s'agit du sommet de Kinshasa. Comme vous le savez, il se tient depuis 1986, un premier sommet à Versailles en 1986, un sommet des chefs d'État des pays francophones, on l'a réuni au sein de la francophonie. Cette année, c'est Kinshasa qui abrite ces assises, après de multiples polémiques au sujet de l'opportunité ou non de pouvoir organiser ces assises sur place. Alors, pour revenir peut-être sur le contexte qui a prévalu
à cette polémique. Il faut rappeler que le 28 novembre 2011 se sont déroulées à Kinshasa les élections présidentielles et législatives, et qu'à cette occasion, Joseph Kabila a été réélu dans des conditions contestables. En tout cas, c'est ce que bon nombre de rapports indépendants ont indiqué, incitant certains chefs d'État africains à estimer que finalement ce n'était peut-être pas le meilleur endroit pour aller tenir un sommet de la francophonie. D'où le fameux débat de la délocalisation qui a été balayé d'un revers de la main par l'acceptation par François Hollande de s'y rendre, après avoir mandaté Yamina Benguigui pour une mission à Kinshasa qui s'est déroulée au courant du mois de juin, où elle est allée, d'une part, s'enquérir de la situation interne de la RDC et surtout informer les autorités congolaises des 3 conditions que François Hollande posait pour pouvoir se rendre à Kinshasa, à savoir, d'une part, la réforme de la Commission électorale nationale indépendante, la reprise du procès Chebeya, cet activiste des droits de l'homme qui a été sauvagement assassiné à Kinshasa, il y a de cela maintenant 2 ans, et puis surtout la création d'une commission des droits de l'homme. Jean-Jacques Seymour, aujourd'hui, est-ce que vous considérez, avec le recul, que Kinshasa restait, en dépit des critiques qui ont été formulées et de ce que l'on peut reprocher effectivement à Joseph Kabila, comme la destination idéale, en tout cas, pour ces assises? Ça fait combien d'années que l'Afrique n'a pas accueilli un tel sommet? Ça fait plusieurs années, me semble-t-il. Ça fait quelques années, effectivement. Ça fait quelques années. Et donc, on rentre là dans des affaires qui sont à la fois politiques et diplomatiques, d'après avec la mission qu'avait confiée le président Hollande à sa ministre pour venir discuter sur place de cette affaire. Fallait-il y aller? Moi, ma réponse est oui. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de reproches à faire au président Joseph Kabila. Et il faut bien que quelqu'un vienne lui dire les choses. Je crois que c'est une position très courageuse qu'a prise le président français de décider de se rendre là-bas. Alors fera-t-il comme l'avait fait le président Sarkozy, il ne passera pas la nuit sur place, qu'il ira de l'autre côté, etc. Bon, peu importe. L'important, c'est d'aller là-bas, de faire le discours et de dire très clairement, devant tous les gens réunis, voilà les reproches que nous vous faisons, Monsieur le Président, et voilà ce que nous attendons de vous aujourd'hui. Francis Patouté? Moi, au début, j'étais contre ce voyage et je trouvais inutile d'aller renforcer l'aura de quelqu'un qui n'est pas un démocrate. Et j'ai effectivement après nuancé. Je ne pense pas que Hollande ira dire une vérité là-bas. Vous pensez qu'il va vraiment y aller il va recevoir les opposants et il va dire quelques phrases pour les droits de l'homme et tout à l'intérieur de la famille francophone. Mais le discours le plus important, me semble-t-il, se sera prononcé lors de son escale à Dakar. Parce que vous savez, sur la route de Kinshasa, il va s'arrêter à Dakar, faire un contre-discours du fameux discours tristement célèbre de Dakar. L'homme africain n'est pas suffisamment entré dans l'histoire. Voilà. Il va essayer de faire ça et là-dedans disséminer un peu, parce qu'on attend tous la ligne Hollande sur l'Afrique. Vous savez, bon, il ne connaît pas ce continent, vraiment. Il y va là, c'est la première fois qu'il fout les pieds. Bien sûr. Et donc, il va distiller un peu avant d'arriver à Kinshasa. À Kinshasa, il recevra les opposants, ce qui est déjà pas mal, c'est assez courageux. Mais ce que moi j'attendais de ce sommet, c'est que ce soit l'OIF elle-même, parce qu'après tout, ce n'est pas une visite du président français en RDC. C'est dans le cadre, c'est multilatéral. Tout à fait. C'est pas bilatéral. Oui. Donc l'OIF elle-même doit se démarquer de certains faits et gestes, de certaines dictatures et tout. Et pour moi, elle ne le fait pas assez. Parce qu'elle n'en a pas les moyens, tout simplement. Mais alors, vous avez donné lecture tout à l'heure de leur charte et tout. Oui, bien sûr. Et les droits de l'homme, ça arrive en point 2. Oui, mais c'est une matière éminemment sensible, comme vous le savez. Mais donc, il faut supprimer ça. En tout cas, pour certains États qui ne devraient pas être pris en défaut sur cette question-là. En tout cas, il faudra parler des droits de l'homme. Il ne faudra pas que l'OIF elle-même parle des droits de l'homme. C'est ça. Vous pensez que ce sera vraiment le cadre idéal pour que... Mais c'est maintenant ou jamais. Parce qu'on peut quand même se poser la question de savoir pourquoi depuis 1986, en fait, sur ce point-là, en tout cas, il n'y a pas eu beaucoup d'avancées. Il n'y a pas eu de discours fracassant. Est-ce que l'on peut
imaginer une sorte de discours de la Baule, mais version OIF à Kinshasa. Bon, vous semblez plutôt tabler sur un discours fort à Dakar, pour ménager la susceptibilité de Kinshasa. Beaucoup de questions se sont posées, dans l'esprit notamment de ceux qui pensaient qu'après une campagne présidentielle en France menée sur le thème des valeurs, François Hollande resterait fidèle à ses engagements humanistes. Mais en tout cas, aujourd'hui, on peut éventuellement considérer que le principe de réalité s'est imposé à lui. À ce sujet, peut-être 4 pistes peuvent être énumérées pour justifier ou en tout cas expliquer sa décision de s'y rendre. D'abord, une question d'opportunité, parce qu'aujourd'hui, la France ne joue pas les premiers rôles dans le conflit syrien, et il est tout à fait normal que la France puisse se recentrer sur ce qu'elle sait faire de mieux, c'est-à-dire se retrouver dans une sorte d'instance où elle peut jouer donc les premiers rôles. Deuxième opportunité, c'est évidemment le fait qu'à l'heure actuelle, François Hollande est en situation très difficile sur le plan intérieur et qu'il pourrait rebondir à l'international. Troisième chose, c'est la possibilité effectivement d'y délivrer, j'allais dire, un message très fort à l'attention des populations africaines et de rappeler, et c'est peut-être en cela qu'il pourra essayer d'atténuer les critiques qui ont été formulées à son endroit, de pouvoir effectivement donner tout le sens, toute l'importance qu'il accorde à la famille francophone, en insistant notamment sur le respect des droits de l'homme et de la personne humaine. La dernière chose qui a probablement motivé François Hollande, c'est le fait que la francophonie sans la France, ma foi, ce n'est plus tout à fait la francophonie. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Jacques Seymour? Oui, la francophonie sans la France, c'est plus tout à fait la francophonie, je suis d'accord. Il dit que la francophonie, c'était pas seulement avoir la langue en partage, mais c'était aussi un certain nombre de valeurs auxquelles il est attaché, et il a énuméré tout ce qu'il va faire là-bas. Mais s'il le fait, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement positif et qui vont un petit peu booster les choses. Vous y croyez vraiment? Vous y croyez vraiment? Moi, la manière dont ça a été dit là, entre les paroles et les actes, il y a souvent un écart. Il y a souvent un écart. Je crois qu'il va le faire pour toutes les raisons que vous venez d'énumérer là. Et ça va, cette escale internationale va en quelque sorte redorer quelque part son blason. Vous savez, les nations sont très sensibles à ce genre de choses, surtout lorsqu'on parle des droits de l'homme. Parce qu'au fond, là aussi, la semaine dernière, on a beaucoup parlé du Mali, on parle beaucoup de la Syrie, etc. Mais là aussi, il est temps que le pouvoir central se manifeste d'une certaine manière pour pouvoir faire cesser cette situation. Gageons qu'il recevra celui qui est censé, d'après les rapports, avoir gagné cette élection. Alors, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que ce discours a lieu devant tous les ambassadeurs de France ramenés à Paris. Tout à fait. Donc, c'est comme chaque année d'ailleurs. D'instruction. C'est qu'on donne aux ambassadeurs. Vous savez, certains ambassadeurs sont rétifs, ils ne veulent pas recevoir les opposants, ils sont collés au pouvoir en place, ils sont légitimistes. Mais ça, le président vient de casser ce système. Vous devez recevoir les opposants. Ils font partie du jeu politique national. Vous devez les écouter. Vous devez écouter la société civile, les droits de l'homme et tout. Et ça, sur ce plan-là, c'est vraiment fantastique. Je ne suis pas sûr que lui-même fera tout ce qu'il a énuméré à Kinshasa, mais c'est des instructions fermes à toutes les chancelleries françaises dans le monde. Et ça, de ce point de vue, j'applaudis. En tout cas, on l'aura compris, la volonté de François Hollande de rencontrer l'opposition congolaise ainsi que la société civile, c'est aussi une manière de faire taire les critiques, parce que Joseph Kabila, étant en très grande difficulté avec notamment le conflit à l'Est, mais surtout le caractère frauduleux de sa réélection, avait besoin d'une audience aussi importante que le sommet de la francophonie pour se refaire une santé sur la scène diplomatique. Visiblement, nous avons confirmation que François Hollande rencontrera l'opposant historique Étienne Tshisekedi, qui a insisté pour se faire recevoir séparément, c'est-à-dire sans les autres opposants, mais également la société civile. Est-ce que vous pensez que rencontrer l'opposition et la société civile dans un pays comme la RDC aujourd'hui, ce n'est pas faire un pied de nez à son président de la République, à Joseph Kabila? Ce n'est pas la première fois, peut-être pas en Afrique, mais dans d'autres pays, que des présidents au niveau ont de l'OIF, rencontré...
au niveau de l'OIF, c'est quand même inédit, hein, ce qui va se passer à Kinshasa. Là. Oui, peut-être, mais là, ça a son importance. Là, ça a toute son importance. Là, il prend sa casquette de chef d'État et il rencontre l'opposition. Ça va dans la foulée de ce qu'il disait à un instant. Il a donné des instructions, parce que c'est bien d'avoir rappelé que c'était devant la conférence des ambassadeurs à Paris que ça s'est tenu. C'est des instructions officielles. Et lui, il est le premier appliquant, en quelque sorte, de ces instructions qu'il donne. C'est bien qu'il rencontre l'opposition. Et vous savez, ça peut booster les choses et changer les choses. On l'a vu dans d'autres circonstances, notamment dans les pays de l'Est, par exemple. Vous y croyez Absolument. Vous savez, les opposants, ils n'ont pas la malaria, ils n'ont pas la peste, surtout. Mais en même temps, ce n'est pas l'OIF qui va venir résoudre leurs problèmes. Oui, mais là, je suis d'accord que ce n'est pas la casquette OIF qui utilise. Il profite de cette visite au plan multilatéral pour agir au plan bilatéral. Parce que moi, le fait de recevoir des opposants, il le fait en tant que président, avec la casquette du président de la République française. Alors, moi, ce qui m'étonne, l'ancien colonisateur de la RDC... La Belgique. La Belgique. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'elle a quand même du poids politique, quoi qu'on dise, même si la France, au niveau de l'OIF, pèse beaucoup par ce qu'elle donne, elle met sur la table, mais la Belgique a du poids politique dans ce pays. La Belgique est en période électorale en ce moment, donc je pense que les positions à ce niveau-là me paraissent quelque peu difficiles à tenir dans un contexte de conflit communautaire. Oui, mais elle est un des financeurs de l'OIF aussi. Oui, effectivement, oui, voilà. Mais compte tenu des difficultés communautaires dans ce pays, regardez la visite du ministre belge des Affaires étrangères. Bon, quand il est allé au Congo, beaucoup lui ont reproché d'avoir, d'une certaine manière, privilégié la thèse de Kigali. Mais vous avez suivi l'incident aux Nations Unies, lors du mini-sommet du 27 septembre dernier. Paul Kagame s'est levé au moment où le ministre belge des Affaires étrangères tenait son propos. Alors, j'avais également une interrogation à vous soumettre. Au fond, est-ce que vous pensez que le fait que François Hollande ne passe pas la nuit à Kinshasa, c'est aussi une manière de ne pas être trop associé à l'image de Joseph Kabila, étant entendu que il y a quand même une tradition non écrite qui veut que, bon, à ce niveau-là, sauf quand le sommet se tient en France, le président peut y passer la nuit. Mais il faut quand même se rappeler que Nicolas Sarkozy, en 2009, si je ne m'abuse, lorsqu'il est allé en RDC, n'avait pas passé la nuit. Non. Il a préféré séjourner à Brazzaville. Parce que là, il n'y a pas eu un acte de différence, sachant par ailleurs que la conférence de presse qui va conclure en fait le sommet se fera sans François Hollande. Mais François Hollande a un côté Sarkozy, il ne faut pas se voiler la face. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas vraiment ce continent. Il se méfie, on lui dit fais attention parce qu'on se brûle vite là-bas. Les chefs d'État qui sont là-bas en connaissent un rayon, enfin ils ont une avance sur toi. Mais il faut y aller mollo. Il va à Dakar, le Sénégal, jusqu'à preuve du contraire, un pays démocratique. Il aurait pu passer la nuit. Il n'y passe pas non plus la nuit. Il redécolle dans la nuit pour Kinshasa. Et donc, il a ce côté un peu... Il ne maîtrise pas encore la situation des pays africains. Donc, il va à Dakar. Mais l'essentiel pour lui, c'était de passer par Dakar avant de fouler le sol quinois. Voilà. D'accord. Non, en fait, le fait qu'il aille déjà au sommet, on commence à dire il vient cautionner le régime, etc. Bon, mais en même temps, il reçoit le premier opposant. Donc, et en même temps, il reçoit l'opposant. Ça atténue quand même. Oui, ça atténue. Mais pour les gens, on dit, alors si encore il y passe la nuit, en tant que chef d'État, cette fois, etc., donc qui doit bénéficier comment on appelle ça, enfin, de tout l'apparat de réception du régime, ça va beaucoup parler. Et troisième élément qui est très important, ce qu'il dit, c'est que lorsqu'il arrive en Afrique, il arrive en terre inconnue. C'est un homme qui n'a jamais voyagé dans ces régions. Même ses ministres, je crois qu'il y en a un ou deux qui sont allés dans une ou deux régions. Mais pour ce gouvernement ici et pour le président, l'Afrique est une terre totalement inconnue. Et un homme a beaucoup insisté pour que François Hollande, parce que lui-même hésitait, il l'a dit. Il a hésité, mais un homme a beaucoup œuvré à cela, à ce qui prend la décision d'y aller, c'est le président Diouf. Le président Diouf a essayé de convaincre François Hollande qu'il ferait œuvre utile en allant à Kinshasa. Mais il faut quand même reconnaître une chose, en tout cas, les téléspectateurs doivent le savoir, c'est que parmi les conditions qui avaient été posées par le gouvernement français pour pouvoir confirmer la venue de François Hollande, il y avait
Je le rappelle, 3 conditions. Premièrement, la réforme de la Commission électorale nationale indépendante, dont le rôle a été désastreux dans les dernières élections en RDC. Il y a la reprise du procès Chebeya, cet activiste des droits de l'homme qui a été assassiné en août 2010 sauvagement, et dont le procès devait impérativement se tenir, en tout cas le verdict, avant le début du sommet de la francophonie, mais les autorités congolaises ont reporté la reprise de ce procès après la tenue du sommet. Ce qui signifie qu'une des 3 conditions déjà qui avaient été posées par Paris, n'a pas été respectée. Quant à la dernière condition, elle a fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de la session parlementaire congolaise, puisque au moment où nous parlons, les députés congolais sont en train d'examiner les conditions de mise en place d'une commission des droits de l'homme qui devra être couplée avec la mise en place de la Cour constitutionnelle. Alors, la question que je me pose et que je vous pose, chers confrères, c'est est-ce que finalement les promesses n'engagent que ceux qui veulent bien y croire? Oui, vous ne croyez pas si bien dire, mais je veux rajouter 2 choses à votre affaire. Qui construit actuellement les installations pour la réception de ce sommet francophone? Ce sont les Chinois. Ça, c'est très important. C'est un élément très important du puzzle. Et puis, il y a une deuxième chose dans tout cela. La France tente aujourd'hui de se repositionner, parce que c'est une hypothèse qu'on n'a pas encore évoquée. Voilà un pays qui est scandaleusement, dont les richesses sont absolument scandaleuses, nous dit-on. C'est le terme qui est souvent... C'est le terme, pas sa population, bien entendu. Mais c'est aussi... l'homme d'affaires qui vient faire des affaires pour la France, qui va là aussi. Ça, il ne faut pas l'oublier, ça. Hein? Je ne sais pas si tu es d'accord. Là, il y a la francophonie des affaires. Oui. De toute façon, les chefs d'État occidentaux ne voyagent plus sans les hommes d'affaires. Dans l'avion, il y a toujours une place faite aux hommes d'affaires parce qu'on va également pour acquérir des marchés, pour essayer de faire travailler ces industries. Alors, aujourd'hui aussi, il faut quand même le reconnaître, c'est qu'il y a de nouveaux acteurs en RDC, des acteurs qui, sur le plan géopolitique et stratégique, ont consolidé leur position. Je pense bien évidemment aux Chinois, je pense aux Russes également, je pense aux Indiens qui sont très actifs. D'ailleurs, ces 3 pays ont ouvert toute une série de banques sur le territoire congolais. Et en rebondissant sur ce que vous venez de dire, c'est la diplomatie, ou en tout cas la francophonie des affaires. Est-ce que, quelque part, ce n'est pas une vue de l'esprit quand on sait qu'en réalité, lorsque des business se font, lorsque des contrats se font, ce n'est certainement pas dans un cadre multilatéral? Je ne sais pas ce que vous en pensez à ce sujet. Oui, c'est clair que ça se fait... Parce que pensez vraiment que la francophonie va pouvoir générer des contrats, moi j'ai du mal à y croire. Surtout en 24 heures. J'ai du mal à y croire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, mais ça me paraît peu probable. Non, mais il dit surtout en 24 heures. Mais il y a tout ce qui s'est passé en amont. Il y a la réunion des experts, voilà. La réunion des ministres. Oui, mais en même temps, ces experts avant le sommet dont nous parlons, au moment où nous parlons, en tout cas la veille de ce sommet, le communiqué final sera déjà rédigé, même si j'insiste sur le fait qu'en n'étant pas présent à la conférence de presse de clôture, François Hollande va quand même créer un précédent, puisque traditionnellement, vous avez le pays hôte, vous avez le futur pays hôte, vous avez le secrétaire général de l'OIF et la France. Or là, il ne sera pas là. Oui, des ministres, il y a des ambassadeurs. Etc. Enfin, tout de même, aujourd'hui, est-ce que vraiment l'on peut considérer qu'il s'agit bien là d'un cénacle au sein duquel peuvent se tisser des affaires, alors que l'on sait que les principaux bénéficiaires, ce sont après tout les universités, dans le cadre des échanges scientifiques. Oui, mais ce cénacle est un avant-poste avancé du business futur. Oui, c'est ça. Certaines personnes à Kinshasa estiment que le fait que l'on ait augmenté l'offre hôtelière est une bonne chose, mais que l'on risque de se retrouver à terme dans la situation de la Chine et de la Grèce, qui, après avoir organisé les Jeux Olympiques, se sont retrouvés avec des hôtels qui, certes, sont imposants, mais qui sont inoccupés. Est-ce que vous pensez que l'investissement qui est fait en ce moment, ou qui a été fait, pourra être amorti? La RDC est beaucoup plus riche que la Grèce, en tout cas. On est bien d'accord là-dessus, mais de là à dire que les infrastructures qui auront été construites, je pense notamment aux hôtels, etc., est-ce qu'il y aura une offre qui sera satisfaite à ce niveau-là, ou bien est-ce que ça risque de faire partie de ces éléphants blancs
qu'on Non, a je ne suis pas souvent tout à fait dénoncé, d'accord avec la dites-moi. Chine. J'ai voyagé en Chine l'année dernière dans plusieurs villes de ce pays. Mais là, nous parlons spécifiquement des installations qui ont servi aux Jeux Olympiques. Ah oui, mais les installations, de toute Pékin. façon, elles vont servir. De même, le nouvel aéroport, par exemple, de Shanghai, qui est un monstre de ces monstres. Mais entre nous, le Stade de France, en ce moment, c'est pas la gloire. Hein. Oui, Donc, bon, disons. C'est construit pour la Coupe du Monde, mais on peut pas dire que. Oui, Voilà, donc c'est aussi un risque. Donc il faut C'est un risque, mais comme ils ont accepté d'organiser le sommet. C'est un risque, mais il y a des si vous infrastructures voulez, c'est pas tellement ces infrastructures, moi, qui m'inquiètent. Ce qui m'inquiète, c'est le sort même de la population. Ouais, ouais. C'est parce qu'il est absolument scandaleux que dans un pays avec des richesses aussi scandaleuses ait une population qui est aussi démunie. Ouais. Le quotidien ne sera pas pour autant amélioré. Voilà, et Voilà. en plus, ce type de sommet, il n'y a pas de contact réel avec la vraie population. Vous savez, c'est Mais comme le chemin est balisé. c'est comme le type qui va au Club Med et qu'on amène au Club Med et qui en à sort Sainte-Anne, et qui n'a jamais vu rien dans le pays. La question que l'on pourra se poser finalement, c'est qu'est-ce qui restera en fait de ce sommet une fois que les lampions se seront éteints. Mais une certitude, cependant, et ça me permet d'introduire justement le prochain sujet, c'est au fond, quand on regarde la place centrale qu'occupe la France au sein de la francophonie, est-ce que l'on peut raisonnablement penser qu'il s'agit là d'une manière quelque peu insidieuse de perpétuer l'idée même de la France-Afrique, Francis Patindé? Moi, oui, j'aborde dans votre sens. Je pense que la francophonie est un des instruments. Mais tout à l'heure, je l'ai dit, c'était pour pérenniser l'impérium de la France. Oui. Vous savez, vous chassez le colonisateur par la porte, il revient par les airs ou par la fenêtre. Et il y a des formes subtiles de colonisation. Il y a le lien, le franc CFA par exemple, le lien, le rattachement du franc CFA au trésor français. L'obligation faite aux Africains de déposer 50% de leurs avoirs quand le solde est positif en francs, ça, c'est un lien colonial. Et ça, c'est une question dont il faudra parler. Il faudra parler. Vous pensez qu'ils auront le courage d'en parler? Qui devrait prendre l'initiative, selon vous? Nous avons des spécialistes qui ont étudié cette question, qui multiplient les conférences autour de cette question. Ça, c'est un véritable problème pour le développement de l'Afrique. Pour le développement de l'Afrique. Et la question de la langue, surtout des langues nationales, que j'ai évoquées tout à l'heure, ça c'est également important. Vous ne pouvez pas vous développer sans votre langue. Vous voyez, bon, les Chinois, ils parlent dans leur langue quand ils vont aux négociations nationales. Les Indiens, ils parlent dans leur langue. Les Brésiliens parlent leur langue, qui est une nuance du portugais. C'est comme ça que les grandes nations éclosent. Effectivement. Alors, on peut aussi se poser la question de savoir si, au-delà du caractère protocolaire de ces assises, la France ne poursuit pas aussi un autre objectif. Comme j'ai eu à le rappeler tout à l'heure, le fait de ne pas jouer les premiers rôles sur certains dossiers brûlants, je pense notamment au dossier au Proche-Orient, je pense notamment à la crise syrienne et sur d'autres théâtres d'opération, est-ce que ce n'est pas finalement une manière de pouvoir se positionner comme étant la puissance dominante ou en tout cas émergente dans ce cadre-là et éventuellement apparaître tout bien réfléchi sur la scène internationale comme étant finalement le dépositaire d'une certaine tradition? Je ne sais pas si on peut l'exprimer comme ça. Il y a, en fait, dans ce sommet, il y a deux sommets. Il y a, j'allais dire les choses pour amuser un peu la galerie, tout le côté culturel de l'affaire, etc. Et puis il y a bel et bien, même si ça se joue dans les sous-sols, il y a les questions politiques et diplomatiques. Et ce qu'on va dire dans le communiqué final, ce qui va se dire, tout ça c'est du vent, c'est de l'habillage. Les choses sérieuses vont se passer en dessous. Quelles sont ces choses sérieuses? Ces choses sérieuses, c'est parler de la France-Afrique, par exemple. Oui, parler des droits de l'homme. Des droits de l'homme. Et vous pensez que Paris aura le courage de le faire? Mais il n'y a pas que Paris à ce sommet, il y a les Canadiens. Et les Canadiens sont là, il y a des Suisses, il y a les Africains. Il ne faut pas oublier qu'à part Mugabe, personne n'est venu à l'investiture de Kabila. Enfin, j'aimerais quand même vous rappeler qu'il y a certains acteurs internationaux, comme notamment la Chine, qui, dans leur quête de partenariat et de marché en Afrique, ne s'embarrassent pas
de conditionnalité, notamment Mais la sur Chine la question mange, des droits de l'homme. mais voilà, mais la Chine mange à tous les Ah oui, râteliers, d'accord, mais et surtout sur la question des droits de l'homme, là je vous rejoins. Ce qui tout à fait. relativise quand même entre nous, Oui. convenons-en volontiers, ce qui relativise quand même la portée même de la démarche française, même si vous dites que les choses se passent en sous-main, en Oui, coulisses, il y a etc. des choses, et puis de manière bilatérale. Oui, hein. parce que vous avez quand même aujourd'hui un acteur qui se substitue largement, devrais-je dire, à l'appui financier, budgétaire de la France, et qui ne vient pas vous poser des conditionnalités du genre « je vous aide à condition que vous réformiez les droits de l'homme ». Les Chinois ne sont pas à ce niveau-là. Est-ce une faiblesse ou est-ce que vous pensez que c'est un recul D'un autre côté, on ne peut pas demander aux Français de se tenir à distance. Loin de là, loin de là. Et tout le temps Bien sûr. les citer comme référence. Bien sûr. Mais ils ont besoin d'être quand même... Moi, je ne suis pas spécialiste des garder la affaires, mais ce que je sais, c'est que dans ce milieu, il n'y a pas d'état d'âme. C'est-à-dire quand les Américains débarquent pas, ils veulent le marché, c'est tout. Ils s'en foutent qu'on marche sur des cadavres. Et c'est la même chose pour la France, il ne faut pas se voiler les yeux. Il y a ce qu'on dit sur la place publique, dans les discours. Bien entendu. Ouais, voilà, il y a la réalité. Les Chinois, bon, ils s'en foutent, ils veulent le marché. Et la France, vous croyez que sur l'uranium, vous avez vu ce qui se passe dans le nord du Niger? Les gens boivent de l'eau polluée. Oui. Et les gens sont malades, mais on s'en fout parce que l'essentiel c'est de puiser le yellow cake et de l'évacuer pour maintenir pour nous donner à nous qui vivons en France de l'électricité. Et c'est comme ça qu'on crée des Al-Qaïda et des preneurs d'otages. Oui. Puisque nous évoquons les questions politiques, nous apprenons en fait que l'opposition congolaise a prévu d'organiser donc en marge de ce sommet des manifestations avec le but avoué de pousser à la faute les forces de l'ordre. Est-ce que vous imaginez des chefs d'État quitter le sommet si d'aventure ou si par malheur les forces de l'ordre tiraient sur la foule? Ça, c'est une hypothèse à laquelle j'ai pensé et sur laquelle il faut observer la situation très sérieusement. Parce que c'est vrai qu'il y a une opposition féroce qui ne souhaite pas la venue de ce sommet. Oui. Pour ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il disait mais on ne peut pas venir cautionner le dictateur Kabila. Donc ces gens-là vont faire ce qu'il faut, y compris même s'il y a des morts dans leur rang. La question, alors, il y a peut-être la question de savoir aujourd'hui, est-ce que les chefs d'État ou les chefs de l'OIF qui doivent venir là vont venir s'il y a une répression féroce qui s'abat pendant leur présence. À mon avis, comme il y a eu des négociations pour que François Hollande, par exemple, ou peut-être les Canadiens, les Belges, reçoivent les opposants, à mon avis, c'est un package. C'est-à-dire il y a un ensemble. Et il faut qu'ils s'engagent, eux, à ne pas créer de débordement. Vous savez, c'est comme ça les négociations politiques se font. Je vous reçois, il n'y a pas de problème, c'est fini, maintenant on va vous recevoir comme interlocuteur, mais vous faites en sorte que les troupes ne débordent pas pendant le sommet. Sauf que l'opposition, une certaine opposition, et là je pense notamment à l'opposition extra-parlementaire, entend justement capitaliser sur la présence de ces chefs d'État-là pour prendre à témoin la communauté internationale. En disant, sur la répression. Oui, c'est un grand classique. Regardez, donc voilà. C'est classique. De toute façon, s'il y a une répression féroce, eh bien, quitter Kinshasa ne vous absout pas. Vous serez associé au niveau des images à cette répression. Donc c'est le risque aussi que court François Hollande. Si effectivement cette hypothèse se confirme, qu'il y a des débordements, qu'il y a des morts, être là-bas et dénoncer, ça ne suffit pas. Alors on annonce aussi la présence de Paul Kagame à Kinshasa à cette occasion-là. On sait que depuis pas mal d'années déjà, le Rwanda s'est plutôt éloigné de la famille francophone. D'ailleurs, une actualité récente nous renseigne que le Gabon semble très intéressé, ou en tout cas attiré par les sirènes anglophones. Vous pouvez nous en dire un petit mot Le président du Gabon a annoncé que, vous savez, Ali Bongo est parfait anglophone. Il parle français, il parle... il est poli, voilà. Et donc, il va au Rwanda, aux officiels, et puis s'inspire de l'expérience rwandaise. Il estime je crois que la langue française n'est pas porteuse d'affaires, de business, de nouvelles technologies, de modernité dont on parlait tout à l'heure. Vous parlez de recul de la langue anglaise, alors qu'on voit certains pays africains,
faire le chemin inverse. Oui, mais c'est un choix que j'ai entendu parler en effet de ça. Oui. C'est un choix qui est fait par le président Bongo, qui est très amoureux de la Grande-Bretagne, etc. Surtout des États-Unis. Oui. Sa première épouse était américaine. Voilà, et lui-même a étudié là-bas, donc il parle anglais. Mais il y a beaucoup d'autres pays qui font le chemin inverse. Je peux vous citer le Ghana, où j'ai vécu 3 ans. Au Ghana, ils ont décidé de faire de la langue française. C'est un pays anglophone, le Ghana. Oui, de faire la langue française, une langue quasiment paritaire que l'anglais. Donc, vous voyez, on peut citer un exemple dans ce cas. Il y a d'autres exemples dans le Voilà, chers téléspectateurs, vous constaterez qu'effectivement, il se passe beaucoup de choses. Au sein de la famille francophone, certains veulent faire le chemin inverse en rejoignant, pas le Commonwealth, quand même, pas à ce point-là, même. Et de très rares pays anglophones, comme le Ghana, que vous venez de citer, qui, eux, sont plutôt attirés par les sirènes francophones. Alors, il y a aussi un autre problème qui pourrait se poser, parce que, comme vous le savez, certains pays, et je pense notamment au Rwanda, aimeraient bien se rappeler au bon souvenir de la France, puisque parmi les risques qui ont été évoqués, en tout cas d'incidents éventuellement diplomatiques qui pourraient avoir lieu, c'est une interpellation des autorités françaises au sujet notamment des conditions désastreuses de la fameuse opération turquoise. Comme vous le savez, la RDC est à l'heure actuelle confrontée à une situation sécuritaire préoccupante. Une rébellion, le M23, est active dans le Nord Kivu. Un rapport des experts des Nations Unies a confirmé que cette rébellion bénéficiait du soutien actif du Rwanda. Quand on sait que le Rwanda n'entretient pas les meilleures relations avec la France, est-ce que vous ne pensez pas que si Paul Kagame vient effectivement à Kinshasa, il y ait des passes d'armes ou qu'il y ait éventuellement des règlements de compte qui soient envisageables, Jean-Jacques Semo? Avec le problème du Kivu, quand j'ai entendu l'information tout à l'heure, je me suis dit, mais que va chercher Paul Kagame là-bas? Voilà. Pays anciennement francophone. Oui, peut-être. Mais qui a des comptes à régler avec la France. Absolument. Absolument. Même s'il est venu récemment à Paris, où il a été reçu avec... où on a pris soin de mettre toute l'opposition bien de côté, comme ça se passe habituellement. Il y a quand même un rapprochement entre le Rwanda et la France depuis Sarkozy, avec Bernard Kouchner qui a essayé d'aplanir. Et puis il y a un nouveau gouvernement en France. Je pense que les relations sont moins tendues. Et puis il y a aussi le fait que Paris, à ce jour, nul ne connaît la position officielle de Paris sur ce dossier. Sur le M23. Ce que l'on sait, et ça c'est le discours de François Hollande aux Nations Unies, c'est que Paris privilégie évidemment une solution apaisée, pour ne pas dire négociée, mais la population congolaise s'étonne quand même du silence de la France. Ce que l'on sait également, c'est qu'au niveau de l'Union européenne, il y a eu tout un débat pour savoir s'il fallait sanctionner ou pas, mais la France n'a pas été en pointe sur cette question-là. Et donc peut-être que ce sommet pourrait éventuellement déboucher sur... Pas sur une sanction, mais parce qu'il y a un contentieux. Vous savez, les relations entre la France et le Rwanda c'est des relations spéciales. C'est comme les relations qu'entretient la France avec l'Algérie. Vous savez, c'est passionnel, il faut faire attention. C'est très ambigu. C'est très ambigu. Les Français sont accusés d'avoir participé au génocide au Rwanda, en Algérie, vous savez. Donc c'est très frileux, c'est très sensible. Donc ils préfèrent traiter ça à l'ombre que sur la place publique. Jean-Jacques Semo, je vous propose de conclure, en tout cas, votre conclusion de cette affaire au sujet de la francophonie. Donc, est-ce que, au-delà du sommet, puisque le thème global étant celui de la francophonie, vous avez des leçons à tirer? Quel est l'avenir de l'OIF? Comment vous la voyez dans 10 ans, je crois que l'OIF va continuer à fonctionner comme il fonctionne aujourd'hui, mais il va y avoir des changements à la tête de l'organisation. Et personnellement, ce que je souhaite, c'est que d'abord qu'il y ait un rajeunissement à la tête de l'organisation et que cette organisation se mette à vivre avec son temps. Mon confrère faisait allusion tout à l'heure à la jeunesse
etc., qui, c'est vrai, ignorent, moi mes enfants ignorent totalement, c'est pas leur préoccupation première. Or, il y a des éléments importants dans cette francophonie qui peut permettre des ouvertures, parce que la francophonie est quand même présente sur plusieurs continents. Donc vous vous rendez compte au moment de la mondialisation. Parce que lorsqu'on parle de la francophonie, on parle de la mondialisation. Si j'étais anglais, je vous aurais dit au moment de la globalisation. Vous voyez tout de suite la différence. Il y a là des choses à faire. Mais pour revenir au sommet de Kinshasa, pour moi, c'est un sommet qui va être très important. Parce qu'il va peut-être permettre l'ouverture de choses et faire sauter... Un sommet de rupture, peut-être ? Pour moi, c'est un sommet de rupture. Voilà le terme, un sommet de rupture. Reste à voir comment le président du pays d'accueil va accueillir ce qu'il va devoir entendre. Oui. Parce qu'il va devoir entendre un certain nombre de choses. Il reste à savoir après comment il se positionnera. Moi, je souhaite une francophonie, en tout cas l'OIF, une OIF beaucoup moins bureaucratique, parce que pour le moment, c'est une énorme bureaucratie dont on ne voit pas vraiment ce qu'elle fait, à part d'éditer des rapports et tout. Et ce qu'il faudrait également, c'est que l'OIF, parce qu'on n'a pas parlé de ça, elle fait de l'observation électorale. Et chaque fois qu'il y a des élections dans nos pays, on a l'impression que le rapport final est préécrit, qu'on change juste les noms des pays. En même temps, l'OIF n'envoie pas des bataillons d'observateurs. Ah si, moi j'ai été observateur de l'OIF. Vous étiez combien à peu près? Ben, on était une vingtaine. C'est beaucoup pour le Mali. Tu me diras, c'est un pays de 1 200 000 km². Oui, mais enfin, dans ce cas, tu vois, on en envoie comme les Américains 200 ou 400, et on se donne les moyens de les envoyer. Mais si on en envoie 20, il ne faut pas que les rapports soient préécrits. Parce qu'on n'a quasiment jamais vu l'OIF dire qu'il y a eu des fraudes dans les rapports. Et ce qu'il dit, c'est globalement, ça s'est bien passé, patati patata, il y a eu quelques retards dans l'ouverture. Mais vous savez, ça, c'est un marronnier, tout le monde connaît ça. Ce qu'il faut, que les rapports reflètent plus la réalité du terrain. L'avenir de l'OIF, eh bien, nous en avons discuté aujourd'hui. Parmi les atouts, il y a bien évidemment le partage de la langue française et les valeurs qui forgent, je dirais, les rapports entre les États. Il y a aussi le fait que, notamment sur le plan scientifique et éducatif, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites depuis de très très longues années. Ce que l'on peut épingler, en tout cas dans les faiblesses, c'est le fait que politiquement, l'EIF n'a pas réussi, en tout cas, à opérer sa mue en tant qu'acteur politique majeur, même si c'est vrai, grâce à l'influence de la France, il y a un certain nombre de dossiers qui sont discutés de manière discrète, mais qui peuvent éventuellement porter leurs fruits. S'agissant du sommet de la francophonie de Kinshasa, François Hollande donc va s'y rendre. Pour les uns, il s'agit de cautionner le régime de Joseph Kabila. Pour les autres, il s'agit plutôt d'une opportunité pour François Hollande de faire entendre sa différence et par conséquent la voix de la France. Quant à savoir si la francophonie est une manière un peu déguisée de perpétuer la France-Afrique, eh bien, nous dirons très simplement qu'à ce sujet, le débat reste ouvert, tant les intérêts restent nombreux et tant la volonté de la France de continuer à jouer les premiers rôles dans cette organisation est manifeste. Voilà, chers téléspectateurs, nous avons été très heureux de vous accueillir une fois de plus sur le plateau de l'Autre Vérité. Aujourd'hui, je recevais M. Jean-Jacques Seymour, journaliste, ainsi que M. Francis Pakindé. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. La vérité. La vérité, à quoi ça sert que je paye un comptable si c'est pour dire la vérité? La vérité. La vérité, à quoi ça sert que je paye un comptable si c'est pour dire la vérité?